Salut, alors aujourd'hui je vais tout simplement vous faire mon bilan de toutes mes lectures, de celles que j'ai aimées, de celles que je n'ai pas aimées, pour ce qui concerne le mois de juillet. Allez, c'est parti. Alors au mois de juillet j'ai terminé 7 livres, il y en a un 8e que j'ai commencé et un 9e que j'ai abandonné, dont je ne vous parlerai pas forcément parce que du coup j'ai pas grand chose à dire dessus. Parmi les 7 livres du coup que j'ai terminés au mois de juillet, il y en a 2 qui ont été des coups de cœur, un que j'ai noté 5 étoiles sur 5, 2 que j'ai noté 3,5 sur 5 et 2 que j'ai noté 3 sur 5. Et donc voici tous les livres que j'ai lus au mois de juillet, donc je vais vous les présenter de celui que j'ai le moins aimé jusqu'à celui que j'ai le plus aimé. C'est parti. On commence tout de suite avec Urbex Mortel, écrit par Betty Piccoli aux éditions Rajo. Alors c'est un livre en fait dont vous êtes le héros tout simplement. Donc en fait si vous voulez, pour que je vous explique un petit peu, à la fin de chaque chapitre, vous allez devoir faire un choix. Donc moi j'avais mis un petit post-it parce qu'en fait je l'ai lu plusieurs fois pour faire plusieurs fins différentes. J'ai parlé un petit peu avec l'autrice, apparemment il y a 12 fins possibles, moi j'en ai fait 3, c'est déjà pas mal. Et j'avais mis les petits post-it en fait tout simplement pour pas rechoisir le même chemin sur mes lectures d'après. Donc en fait à la fin du chapitre, on vous dit, vous choisissez quelle action vous voulez faire et ça vous emmène au chapitre correspondant. C'est une mécanique que moi j'avais jamais essayé, que j'avais jamais lu, j'étais très curieuse de le faire. Et c'est vrai que là le côté urbex, fantôme, parce qu'en fait tout simplement que le personnage que vous incarnez est une jeune fille qui est décédée il y a 20 ans dans une maison qui est abandonnée depuis son assassinat en fait. Donc ce côté urbex, le côté fantôme, le côté thriller aussi m'a vachement intéressée, c'est ce qui m'a attirée vers ce livre et je dois avouer que j'ai passé vraiment un bon moment durant ma lecture. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, vous allez incarner un personnage, un fantôme, une jeune fille qui est morte assassinée il y a 20 ans dans sa maison. Sa maison est abandonnée depuis et en fait un jour elle est en quelque sorte réveillée par 6 jeunes qui vont débarquer dans la maison en question pour faire un petit peu l'urbex. Voilà, c'est des jeunes, ils veulent des sensations fortes, ils arrivent, ils font de l'urbex. Sauf qu'il va se passer plein de choses, plein d'événements où en fait vos décisions au final vont avoir un impact sur la vie ou la mort des 6 jeunes en question. Comme je le disais, moi c'est une lecture vraiment pour laquelle j'ai passé un très bon moment. Vraiment la lecture était chouette. Je trouve que c'est idéal pour se vider la tête entre deux grosses fantaisies. C'est ce que j'ai fait et vraiment ça a été parfait. C'est une mécanique que je connaissais pas, que j'ai aimé découvrir, mais je dois avouer que par moments il y avait des petits couacs en fait si vous voulez, tout simplement. Par moments, surtout sur ma première lecture, il y a eu des chemins que j'ai choisis et il y avait des éléments où l'histoire faisait comme si je connaissais ces éléments alors qu'en fait je ne les connaissais pas, ils ne faisaient pas partie des chapitres de mon chemin. Donc ça a été un petit peu dommage là-dessus, mais malgré tout, le scénario est quand même hyper cohérent, il est resté hyper linéaire, il y a une bonne chronologie, ça donne envie de tourner les pages, ça donne envie de continuer le livre, donc pour ça que je l'ai noté 3 sur 5. C'est quand même une lecture, je pense, le genre de roman qui est extrêmement dur à écrire et je pense que là-dessus c'est important de saluer le travail de l'auteur. Petit conseil, si vous décidez de le lire ou bien de lire d'autres livres dont vous êtes le héros, je vous conseille de faire plusieurs fins tout simplement parce que ça permet de découvrir d'autres éléments, de découvrir l'histoire plus en profondeur et ça donne plus de relief aussi à l'histoire et au roman. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de le lire en plusieurs fois pour faire plusieurs fins. Surtout que du coup le livre se lit hyper rapidement parce que là il fait 300 pages, mais vu qu'il y a certains chapitres qui n'appartiennent pas à votre chemin, au final pour lire une fin, moi ça a dû me prendre 1 heure ou 1 heure et demie. Et encore en prenant mon temps. Donc c'est vraiment, il y a vraiment possibilité de découvrir le livre avec la majorité de leurs fins. Ensuite, un autre livre que j'ai là aussi noté 3 sur 5, il s'agit des Arcanes de Brune, le premier tome, La Cartomancienne, écrit par Fanny Caldin aux éditions Robert Laffont. Marseille 1850. Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même, jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Mais l'oracle attire les convoitises et il lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard qui n'aiment rien tant que bousculer le destin. Donc en fait tout simplement on est sur un livre qui a priori va nous parler un petit peu d'ésotérisme, de cartomancie, etc., etc. Et je dois avouer, alors déjà le livre est magnifique, voilà, je tiens à préciser, le livre est vraiment super beau. Moi je le trouve vraiment très très beau avec de très belles dorures qui n'ont pas bougé d'un poil en plus durant ma lecture, et ça c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de livres où les dorures se font la malle. Et je me suis plongée vraiment très rapidement dans l'histoire. Le personnage de Pi est attachant, je trouve, de façon très rapide aussi. Moi, les cartes, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé très mystérieux, qui m'a toujours beaucoup intriguée. Et du coup, j'avais vraiment très hâte de me plonger dans cette histoire-là. Mais à un moment, le personnage se retrouve bloqué. Sans vous en dire plus pour pas vous spoiler, à un moment, le personnage se retrouve en quelque sorte bloqué dans un endroit où il ne bouge pas de cet endroit-là pendant un très très long moment.
Et moi, ce long moment-là a presque fait en sorte que j'ai failli abandonner le livre en fait. Tout simplement parce que je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Ces passages ne servent pas à rien, il se passe quelque chose qui est utile à la suite de l'histoire et qui sera sûrement encore plus utile au prochain tome, vu qu'il s'agit uniquement d'un tome 1. Mais moi, c'est des passages qui m'ont ennuyée, des passages que j'ai pas trouvé du tout palpitants. Et quand elle sort enfin de cet endroit où elle était restée pendant une grande partie du livre, pendant quasiment tout le milieu du livre, mais en fait l'histoire a pris une direction qui n'est pas celle à laquelle moi je m'attendais. En fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce pourquoi j'ai voulu lire le livre à la base. Et c'est pas forcément ce que moi j'aime dans ce genre de lecture, donc en fait pour quelque chose de totalement subjectif. C'est pour ça que la lecture est très sympathique quand même, c'est une histoire qui change de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire en fantasy en ce moment. Elle est vraiment à part, elle est vraiment originale, mais je pense que ça aurait mérité peut-être plus d'approfondissement et moins de facilité scénaristique aussi. Ensuite, aux éditions Siro Jeunesse, j'ai lu Pyramide, écrit par Gaëtan Bémaran. Là, on va être sur une petite dystopie en quelque sorte, une petite dystopie jeunesse. Je vais là aussi vous lire le résumé. À chaque étage, la moitié des participants est éliminée. Qui survivra et accédera au pouvoir? Dans un désert sans fin, quelques peuples pauvres survivent sous l'autorité d'un leader impitoyable nommé Oasis. Leur seul espoir, l'épreuve, qui tous les 7 ans remet cette place en jeu. 64 jeunes concurrents sont envoyés s'affronter dans une pyramide truffée de pièges. Un seul atteindra le sommet, à condition d'être plus rapide que le sable qui avale tout sur son passage. En fait, si vous voulez, le principe est simple. Il y a plusieurs étages dans la pyramide et le but, c'est d'être le dernier. Un petit peu à la Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Et à chaque étage, la moitié des concurrents est éliminée. Par la mort, par le temps qui est passé, par les pièges, par d'autres concurrents tout simplement. C'est un peu un Hunger Game en fait, si vous voulez, c'est même totalement un Hunger Game dans une pyramide. Et c'est ce côté-là, moi, qui m'a intéressée tout simplement parce que j'adore Hunger Games, j'adore les dystopies. Je trouvais que le cadre comme ça dans une pyramide, je trouvais ça hyper intéressant et c'est ça qui a fait que j'ai voulu lire le livre tout simplement. Mais malheureusement, le livre, en fait, pour moi, c'est à la fois sa qualité et son défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, tout va vraiment très vite, il se passe toujours quelque chose. On a plein de points de vue différents, ce qui permettent de nous montrer différentes facettes en fait, de l'épreuve et de ce qui est en train de se passer. Et là-dessus, c'est super intéressant. Mais c'est aussi ce qui, moi, m'a dérangée. Parce qu'en fait, si vous voulez, les chapitres sont vraiment très très courts. Là, je vais vous donner un exemple plutôt au début. Vous voyez, là, il commence là et se termine à la page d'après. Et ça, c'est quelque chose qui m'a dérangée parce qu'en fait, on n'a pas du tout le temps, j'ai pas eu moi le temps de m'attacher au personnage, de m'attacher à l'intrigue et de vraiment rentrer dans l'histoire. Parce qu'à chaque fois, je commençais à être bien avec le personnage, hop, on passait à autre chose, on passait avec autre chose qui avait presque rien à voir. Et moi, ça m'a perturbée. Ça me déconnectait de l'histoire à chaque fois et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 parce que ça reste quand même une très bonne lecture pour moi, enfin une bonne lecture pour moi sur laquelle j'ai passé un bon moment qui est un petit peu à l'image d'Urbex Mortel et est idéal pour se vider la tête et avoir quelque chose de moins prise de tête, de plus simple à lire entre deux grosses fantaisies. C'est quelque chose que je veux dire beaucoup parce que moi c'est quelque chose que je recherche en fait, des petites lectures à lire entre mes grosses fantaisies pour me vider la tête. Donc je lui ai mis 3,5 sur 5 parce qu'il est quand même très bien réalisé. Mais c'est vrai que moi, au niveau du rythme de lecture, il y a quelque chose qui m'a dérangée. Ensuite, aux éditions Hauteville, j'ai lu le livre d'Ève écrit par Meg Cloutier. Alors là, on va être en fait, si vous voulez, sur une fiction historique plutôt. Au crépuscule du Moyen-Âge, donc pour être plus précis, à un moment dans l'histoire, il parle du sac de Constantinople qui apparemment, selon eux, il y a un des personnages qui l'aurait vécu. Le sac de Constantinople, j'ai vérifié, si ma mémoire est bonne, il a eu lieu en 1204, donc du coup je pense qu'on est peut-être 20 ans après ou quelque chose comme ça. Donc on est au début du XIIIe siècle. Donc au crépuscule du Moyen-Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, ne trouvant le réconfort que dans la lecture de ses manuscrits. Mais sa vie bascule lorsqu'une nuit, 2 femmes grièvement blessées se présentent aux grilles du couvent, implorant l'aide des sœurs. Avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice. Un livre ensorcelant dont les pages prennent dangereusement vie. Or, les hommes qui régissent la vie de toute femme en ce lieu sont prêts à tout pour s'en emparer et le détruire. Protéger la vie de ses sœurs ou ce trésor, Béatrice doit faire un choix. Celui qui déterminera son avenir et celui de sa communauté. Donc on sent le côté sororité, le côté historique, le côté un peu magique aussi de ce livre. C'est ça qui m'a intéressée. Et je dois avouer qu'au niveau de l'ambiance, au niveau de tout ce que promettait le livre, j'ai vraiment été servie. Ce côté Moyen-Âge dans un couvent, c'est un petit peu un côté Dark Academia, un peu anxiogène aussi parce qu'on sent que Béatrice n'est pas forcément à l'aise, qu'elle n'est pas forcément heureuse dans sa vie. Mais il y a plein d'éléments en fait qui créent une ambiance vraiment très très réussie.
idéale dans laquelle se plonger. Je pense d'ailleurs que ce livre est potentiellement idéal à lire en automne, quand il fait froid, sous un plaid, avec de la pluie dehors, potentiellement encore plus à la période d'Halloween. Donc ça, c'est sa grande force. L'intrigue est vraiment originale, j'ai beaucoup aimé l'histoire, tout ce qui va se passer avec justement ce livre, le livre que va trouver Béatrice. Je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser le découvrir durant votre lecture. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé extrêmement bien fait, extrêmement bien pensé. Mais il y a un mais, j'ai trouvé que malgré tout, l'histoire mettait vraiment beaucoup de temps à s'installer. Et qu'au final, l'intrigue n'était pas si originale que ça. C'est-à-dire que le concept en lui-même, oui, mais la façon dont ça va être exploité, non. Et j'ai globalement trouvé tout ce qui allait se passer parce qu'il n'y avait rien de très surprenant, on va dire. Et c'est pour toutes ces raisons qui font que malgré le fait que l'ambiance est vraiment incroyable et que ça reste un livre que je vous conseille absolument à lire en automne, je lui ai mis 3,5 sur 5, ce qui reste quand même une bonne lecture pour moi. Ensuite, alors là, on va passer à mes meilleures lectures, c'est-à-dire que les 3 prochaines lectures sont soit des 5 étoiles sur 5, soit des coups de cœur, et donc forcément des livres que je vous recommande à tout prix de lire. Alors pour commencer, mon top 3, du coup là on arrive à mon top 3 de ce mois de juillet, donc à la 3e place, on va avoir L'Antre des Louvres, écrit par Elodie Harper aux éditions Calmant Lévy. C'est un livre qui est incroyable, voilà, tout simplement. Le livre est vraiment bouleversant et on est sur une fiction historique là encore et j'adore les fictions historiques. Bienvenue à Pompéi en l'an 74 avant notre ère. Amara, jeune grecque instruite mais réduite en esclavage après la mort de son père, est vendue à bas prix à un lupanar sordide, l'Antre des Louvres, dirigé par Félix, un homme violent et imprévisible. Donc un lupanar, pour être plus cru, c'est un bordel, voilà. L'impétueuse Amara comprend vite que la cité a beaucoup d'opportunités à offrir à celles qui savent les saisir. Avec les autres prostituées qui deviennent sa famille de cœur, elle gravit les échelons d'une société où les hommes détiennent le pouvoir, forçant les femmes à constamment s'adapter pour survivre. Des ruelles animées de Pompéi aux recoins les plus sombres de l'Antre des Louvres, nul n'imagine une seconde que les prostituées connaissent les règles du jeu mieux que quiconque. Amara va apprendre à utiliser et à contourner les codes de ce monde impitoyable afin de regagner sa liberté. En fait, ce roman, sa plus grande force, c'est clairement la plume de l'autrice qui est juste incroyable. Qui est à la fois d'une violence inouïe, mais d'une délicatesse vraiment très belle. Et c'est ce qui m'a surpris en fait pour un témoignage aussi poignant, cette délicatesse-là. L'autrice possède un vrai talent narratif, le livre je l'ai lu d'une traite, j'ai pas vu les pages passer tout simplement. Il est vraiment captivant et en fait, si vous voulez, autre chose qui est incroyable dans ce livre, ce sont les descriptions qui sont crues, qui sont violentes et d'un réalisme vraiment effrayant, mais aussi très touchant en fait. Les personnages sont attachants dans les premières lignes, vraiment, c'est rare que je m'attache aussi vite à des personnages. Mes préférés, je pense que c'est aussi les préférés de beaucoup de gens qui ont lu ce livre, ce sont Amara et Didon. Amara pour sa grande force et sa grande intelligence, et Didon pour son extrême douceur. J'ai aimé que tous les personnages soient nuancés, qu'ils soient tous faits en fait de nuances de gris, il n'y a pas des personnages tout blancs ni de personnages tout noirs. J'ai beaucoup aimé l'écriture et la complexité du personnage de Félix. Si on devait choisir un antagoniste dans cette histoire, ce serait lui qu'on désignerait. Mais pour moi, il n'est pas vraiment à 100% méchant, il est vraiment très complexe, très bien écrit et j'ai adoré ça. Et la fin est tout simplement incroyable, l'autrice vient mêler à la fois un espoir vraiment très grand qu'on a attendu au final tout le livre à des événements vraiment tragiques et déchirants. Et ce mélange d'émotions comme ça tout au long du livre, c'est ça qui en font une aussi bonne lecture en fait, le talent de l'autrice et toutes les émotions qu'elle nous fait ressentir. Je pense que ce livre ne peut laisser personne indifférent et je vous conseille vivement de le lire, mais attention, seulement à partir de 18 ans parce que je pense que c'est logique, mais on va parler de prostituées, donc il y a des événements très choquants, des événements violents qui ne sont pas à mettre entre les mains de n'importe qui. Sur la 2e place de mes lectures du mois de juillet, on va retrouver le 2e tome de The Bone Season écrit par Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Alors j'étais tombée amoureuse de la plume de l'autrice en lisant le 1er tome de cette saga. Ça faisait, je crois que j'ai dû acheter les 2 premiers tomes, je les avais achetés sur Vinted l'année dernière. J'avais dû les acheter au mois de juillet il me semble, donc ça faisait presque un an en fait qu'ils étaient dans ma palle jusqu'à temps que je me décide à lire leur 1er tome au mois de mai. Je suis tombée amoureuse de la plume, je suis tombée amoureuse de l'histoire, au point que derrière j'ai dépensé un bras pour m'acheter Le Prieuré de l'Oranger et son préquel en édition draconique. Derrière, au mois de juin, j'avais lu Le Prieuré de l'Oranger et du coup au mois de juillet j'ai lu le 2e tome de The Bone Season et ça a été un coup de cœur. Je dois avouer que j'ai trouvé le démarrage assez lent mais pour une raison qui est totalement subjective parce que... Attention spoil, si vous n'avez pas lu le 1er tome, n'écoutez pas les prochaines secondes minutes qui apparaissent, je vais vous mettre un timer je sais pas où sur l'image où vous pourrez avancer jusque là pour passer la partie avec spoil. C'est bon, vous êtes partis? Il n'y a que les gens qui ont lu le tome 1 qui sont là? Ok, on y va.
Dans le tome 1, on va suivre toute cette histoire avec les Réphaïtes. Et en fait, moi, c'est vrai que pour moi, c'est l'intrigue principale et je m'attendais à retrouver cette histoire avec les Réphaïtes dans ce tome 2. Et en fait, on la retrouve, mais on la retrouve différemment parce que par rapport à tout ce qui s'est passé à la fin du tome 1, quand ils se sont évadés de la colonie et qu'elle se retrouve un peu isolée parce qu'elle le dit à la fin du tome 1 qu'elle ne veut pas retourner dans la pègre, etc. Ben en fait, on va voir un début assez lent en conséquence justement à la fin des événements du tome 1. Et au final, au début, je dois avouer que ça m'a dérangée et que justement, on appuie beaucoup plus sur la pègre que sur les Réphaïtes. Mais vous allez voir que au final, ça a un intérêt. Nous revoici du coup sur la partie sans spoil à partir de maintenant. Donc je disais qu'en réalité, le début était un petit peu lent pour moi parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais par rapport à l'intrigue, ce n'était pas mes attentes de l'intrigue. Mais au final, on a découvert beaucoup de choses, une autre facette de l'histoire qu'on n'avait pas autant exploitée dans le premier tome. Et j'ai adoré en fait tout simplement. L'histoire vient vraiment s'étoffer, vient vraiment prendre plus en ampleur. On a des intrigues secondaires, des intrigues tertiaires, on a plein de choses qui viennent se rajouter à l'histoire. Et on en apprend beaucoup plus sur le fonctionnement de la pègre et sur ce qui se cache derrière. Paige a encore plus gagné mon cœur en se révélant d'une force supérieure à ce qu'elle avait été dans le premier tome. Et je pense que c'est un de mes personnages de livre préférés maintenant. Une fois le premier quart du livre passé, qui est un petit peu lent en raison des événements de la fin du premier tome, l'histoire a vraiment un rythme soutenu et allaitant où il se passe toujours quelque chose, plein de révélations, plein de retournements de situation et on n'arrive pas à lâcher le livre jusqu'à la fin en fait. Après, je lui ai quand même trouvé quelques petits défauts, notamment quelques facilités scénaristiques par moment, mais rien qui soit réellement dérangeant à mes yeux. Et au final, j'ai tellement été transportée par ma lecture, notamment par la fin, que toutes les petites lenteurs du début ont été oubliées, que je pouvais pas le noter autrement qu'en coup de cœur en fait. Et maintenant on passe à mon top 1, à ma meilleure lecture de ce mois de juillet, même si elle est relativement ex-aequo avec le numéro 2 et le numéro 3. Il s'agit de La Cité de Laiton, écrit par S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Alors, je sais que vous aussi vous aimez les beaux livres, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble, parce qu'il est vraiment très très beau. Donc sous la jaquette, il est comme ça. J'adore ce dos, vraiment. Le dos je le trouve vraiment très très beau, très élégant. Et à l'intérieur de la jaquette, on a une petite carte. Et les cartes, on adore ça en fantasy. C'est un livre qui est merveilleux tout simplement, mais dans tous les sens du terme. Il a un côté, alors c'est peut-être cliché ce que je veux dire, mais il a un côté conte des mille et une nuits, tout simplement déjà parce on commence l'histoire en Égypte et après on va se décaler vers l'est de l'Égypte. On commence au Caire, même plus exactement. Et en fait, si vous voulez, il y a tout ce côté magique, tout simplement parce que déjà on est sur une fantasy, donc il y a de la magie. On va se retrouver avec plein de créatures tirées de différents contes et légendes du Moyen-Orient. Et ça, j'ai adoré ce mélange de cultures en fait. J'ai vraiment trouvé ça très beau. Et c'est la plus grande force de ce livre en fait. C'est tout l'univers qu'a créé l'autrice qui est vraiment très bien travaillé, très développé, d'une subtilité, d'une élégance que vraiment j'ai trouvé son univers très élégant. Et derrière, on va petit à petit venir apporter des touches de politique sans que ça soit avec des gros sabots et tout. C'est vraiment bien fait et c'est génial quoi. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les personnages. Voilà, on a deux points de vue différents dans l'histoire et un autre personnage qui est quasiment un personnage principal. Et bah, les personnages sont juste extrêmement bien écrits. Et là encore, on a des personnages qui sont complexes, qui sont ni tout blancs ni tout noirs, ni avec que des qualités ou bien que des défauts. On a Dara qui est un grumpy que j'adore. Moi j'ai vraiment un coup de cœur à chaque fois pour les grumpy, pour les personnages sarcastiques, de mauvaise humeur, où faut vraiment, ou quand ils sourient, t'es en mode ah voilà, tu vois que t'as un cœur quand même, tu vois, vous voyez les nounours, j'ai adoré ce personnage là. On a le personnage de Nari qui vient se révéler et se développer au fur et à mesure de l'histoire. Je trouve qu'elle a vraiment un développement hyper intéressant. C'est rare dans des sagas en fait d'avoir un développement de personnage dès le premier tome. Et du coup ça n'annonce que du bon pour la suite. Le défaut que je pourrais donner à ce livre, ce sont les ellipses de temps. C'est-à-dire qu'on va sauter des passages et que du coup on se demande ce qui s'est passé pendant ce temps-là et c'est dommage. C'est-à-dire que par exemple, pour vous donner un exemple, Nari, donc le personnage principal pour moi de l'histoire, elle va passer un temps avec Dara. Et en gros, elle va passer un mois avec lui. Voilà, il va se passer une intrigue, etc. Où elle va être un mois avec Dara. Et ensuite, derrière, donc pendant ce mois-là, on va suivre leur aventure, on va voir ce qui se passe et tout. Et ensuite, derrière, elle va passer 2 mois, donc le double de temps, avec un autre personnage. Sauf que ces 2 mois-là, on ne nous les montre pas. Donc en fait, du point de vue de lecteur, on a l'impression que on n'a pas eu le temps en fait de vraiment s'attacher à ce deuxième personnage-là parce qu'on n'a pas passé autant de temps avec lui qu'avec l'autre, alors que pourtant, du point de vue de l'intrigue, il y a eu plus de temps avec lui qu'avec l'autre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
Mais du coup, c'est quelque chose, moi, qui a pu me déranger parce que je trouve que c'est trompeur vis-à-vis du ressenti du lecteur, en fait. La temporalité, c'est ça, la temporalité du lecteur n'est pas bonne à mes yeux. Mais c'est pas quelque chose qui est réellement dérangeant dans l'intrigue. Donc, c'est pour ça que je suis passée outre et que ce livre m'a tellement fait ressentir d'émotions. Et mon Dieu, les événements qui se passent dans ce livre, c'est incroyable qu'il se passe autant de choses dans un premier tome. Bah, c'était forcément un coup de cœur. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que du coup, comme je vous le disais, on a 3 personnages, mais 3 personnages qui ont une vision du monde totalement différente. Et j'ai adoré voir ce mélange de visions du monde s'entremêler, se mélanger. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant parce que ça nous permet vraiment de voir les choses sous différents angles. Donc vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment très hâte de lire le second tome. Je le lis d'ailleurs au mois d'août avec mes 2 mêmes amies avec qui j'avais lu le premier tome en lecture commune. Et je ne peux que vous conseiller de découvrir cette saga si jamais ce n'est pas encore fait. En plus de ça, De Saxus a annoncé une réapparition des formats reliés. Donc vous pourrez vous procurer ces beaux formats qui n'étaient plus disponibles jusqu'à présent. Donc voilà, c'était tout pour mon bilan de lecture du mois de juillet. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés autant que moi, que vous avez aimé plus que moi, que vous n'avez pas lu et que je vous ai donné envie de découvrir. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je débute sur YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de très très belles lectures.